et que sais-je encore, qui sont de bons exemples et font du combat pour le respect des droits de l'homme une sacerdoce. Au nom des membres de GRAPROD, je salue avec beaucoup de révérence le travail qu'elle opère dans le domaine du droit international des droits de l'homme. Elle constitue pour la Clinique des droits de l'homme du GRAPROD un modèle d'apprentissage et une source d'inspiration, car la promotion et la protection internationale des droits de l'homme est une grande moisson qui a besoin de manière exponentielle et constante d'ouvriers. La Clinique des droits de l'homme de GRAPROD, dont nous célébrons aujourd'hui le lancement, s'étiquette de pôle scientifique de l'association, au sein de laquelle de nombreux jeunes experts titulaires de master et de doctorants feront des recherches dans le domaine du droit international des droits de l'homme. Ces experts représenteront GRAPROD et, sur demande consultative, toute association ou victime de violations des droits humains auprès des instances internationales œuvrant dans le domaine du droit international, en l'occurrence les organes des traités de l'ONU, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La clinique se veut être aussi l'organe qui réalise tous les projets scientifiques, colloques, concours de plaidoirie, sessions de formation, publication de rapports de GRAPROD. La conférence d'aujourd'hui est la grande première de toute une série prévue dans le cadre des manifestations scientifiques de la clinique jusqu'à la fin du mois de juillet 2021. La clinique organisera 2 sessions annuelles sur des thématiques les plus actuelles du droit international. Ces sessions constituent des épreuves importantes de présentation des travaux de recherche des experts de la clinique et de partage d'expériences et d'expertise avec d'autres experts internationaux. Les experts de la clinique sont convaincus de leur noble mission dans le champ du droit international des droits de l'homme. Ils comptent œuvrer et marcher avec beaucoup d'humilité et de sagesse sur les pas de leurs devanciers, des juristes internationalistes réputés et très expérimentés dans le domaine du droit international. Comme disait le feu ex-secrétaire général des Nations Unies, c'était d'ailleurs le premier, M. Dag Hammarskjöld, l'humilité naît de la confiance des autres. En faisant référence aux juristes aînés, nous apprenons d'eux beaucoup de connaissances afin de nous perfectionner de plus en plus dans le champ du droit international. En définitive, au nom de tous les membres du groupe d'appui éducatif pour la promotion des droits de l'homme, je souhaite d'ores et déjà bonne besogne scientifique et du succès à la clinique. Que vive GRAPROD, que vive la grande communauté des défenseurs et d'experts des droits de l'homme dans le monde. Que vive le respect de la dignité humaine. Chers chercheurs de la clinique, GRAPROD compte sur vous. Haïti et le monde comptent sur vous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ces propos qui nous ont permis de mieux comprendre ce que nous faisons cet après-midi derrière nos écrans. Et ces propos aussi qui nous ont permis d'avoir une idée générale sur les droits de l'homme et de grands défenseurs des droits de l'homme. Nous vous en remercions. Avant que je procède à la présentation de l'intervenant qui va nous aborder en profondeur sur la question, je voudrais établir quelques petits principes que nous respectons déjà et je vous remercie. La première chose, c'est qu'on va garder nos micros fermés, hormis normalement l'intervenant, puisqu'il doit parler, il faut qu'on l'écoute. Et aussi, après l'intervention de M. Ziad, il y aura une période de questions. Et pour cette période de questions, on peut procéder de 2 manières. Soit la personne lève la main. Dans la partie où c'est écrit réaction, on lève la main. À ce moment, on va désactiver le micro et la personne peut poser directement sa question. Ou une autre possibilité, la personne peut écrire sa question dans le chat
et moi, je vais me charger de lire la question pour l'intervenant. Je précise aussi qu'on prend des séries de questions. On va prendre les séries par 3 questions. Donc, une première personne, une deuxième, une troisième, ça fait 3 personnes qui posent des questions, on répond. Et après, on recommence avec une autre série de questions. Alors, le président, il en a parlé, moi je l'ai cité depuis quelques temps. On parle de M. Ziad Latouf qui va nous intervenir cet après-midi. Alors, M. Ziad Latouf, il est diplômé du Bureau des affaires juridiques des Nations unies en droit international. Il est docteur en droit international et relations internationales de l'Université Jean-Moulin Lyon 3 et titulaire d'un Master 2 en histoire pratique et théorie des droits de l'homme à l'Université de Grenoble et l'Institut des droits de l'homme de l'Université catholique de Lyon. Il est également et à juste titre magistère en droit international et relations des politiques internationales de l'Université d'Oran en Algérie et membre de l'Ordre des experts internationaux de Genève. Il occupe entre autres le poste de maître de conférence à l'Université d'Oran 2, où il est professeur invité également. Monsieur Ziad Latouf est membre du comité de lecture de plusieurs revues scientifiques, dont Arab Democracy Center, Berlin, Germanie, la Commission du droit international et justice internationale de l'Institut d'études en géostratégie appliquée à Paris. Il est également intervenant auprès de plusieurs sociétés savantes, universités et associations. Monsieur Ziad, il est auteur d'ouvrages et contributeur dans plusieurs ouvrages collectifs et publications scientifiques, et sa thèse portant sur la mise en œuvre de l'accord d'association Algérie-Union européenne dans les perspectives du respect des droits de l'homme est disponible sur Amazon, et je vous invite à vous en procurer un exemplaire. C'est donc, mesdames, messieurs, cet homme aux multiples chapeaux qui nous a gratifié de sa présence cet après-midi et qui va intervenir sur les thèmes les droits de l'homme en Europe. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à monsieur Ziad qui va nous entretenir sur ces thèmes. Monsieur Ziad, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Esther Grégoire, Madame la modératrice, de m'avoir invité. Je remercie également et je me réjouis également de me retrouver parmi vous. Je remercie Monsieur le Président de l'association, Monsieur Ansadou Cher Enfant, un très bon ami, qui préside le groupe d'appui éducatif pour la promotion des droits de l'homme et également la clinique pour l'appui et la formation des droits de l'homme. Tout d'abord, que je mérite à ces travaux et à la conférence inaugurale d'aujourd'hui d'avoir mérité tout le succès et de porter un grand salut à ceux qui ont contribué à l'installation de cette association, de cette ONG en France, et de saluer l'effort qui a été consenti par tous les éléments et tous les membres très actifs pour la promotion et la protection des valeurs humaines les plus universelles. Si j'ai choisi cette conférence aujourd'hui, c'est pour traiter la question des droits de l'homme en Europe. Tout d'abord, que l'histoire des valeurs humaines, des valeurs fondamentales, depuis la naissance des civilisations, ont connu des malheurs, ils ont connu des bonheurs, ils ont connu des guerres, ils ont connu des périodes très difficiles. Tout ça qui a conduit les États soit civilisés, soit non civilisés, tels conçus et tels prescrits par la Charte des Nations Unies, à consentir à trouver une solution pour protéger l'humanité, protéger l'individu à travers plusieurs siècles, d'où l'idée des lois naturelles, des lois temporelles, des lois spirituelles, qui ont vu une confrontation entre toutes les civilisations du monde, à partir de la civilisation babylonienne, la civilisation chinoise, la civilisation égyptienne, la civilisation occidentale, africaine, américaine, l'Amérique latine. Donc, tous ces peuples-là ont vu des malheurs, ils ont vu le bonheur, mais leur discours est porté toujours vers une amélioration de la vie quotidienne de l'individu par la conquête de nouveaux droits et la consécration des lois naturelles qui sont devenues par le temps des droits naturels, des droits fondamentaux. C'est pourquoi les droits de l'homme en Europe occidentale sont caractérisés par l'homogénéité idéologique et politique. C'est pourquoi cette orientation a favorisé la mise en place du système conventionnel qui se définit après l'adoption de la
Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948, en 1950 par l'adoption de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette Convention européenne, elle se présente comme le plus petit dénominateur commun de droits acceptables par le Comité des ministres du Conseil européen qui a été instauré en 1950. Ce droit acceptable conduit au développement d'une protection supranationale des droits de l'homme en Europe, pour rejoindre les droits universels, pour rejoindre la Déclaration française de 1789, qui porte sur la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens français, qui rejoint l'habeas corpus de l'Angleterre, qui rejoint l'édit de Nantes du XVIIe siècle, qui rejoint pas mal d'instruments qui ont consacré la valeur humaine comme une valeur suprême afin de garantir des droits qui seront respectés dans le futur. Donc, dans ma présentation, je présenterai ce droit acceptable qui conduit au développement d'une protection supranationale des droits de l'homme en Europe. D'une part, je vais aborder l'historique et l'évolution de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autre part, de présenter le mécanisme européen qui veille au respect de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme qui se définit par la Cour européenne des droits de l'homme. Tout d'abord, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été élaborée au sein du Conseil des ministres de l'Europe, ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Elle fonde non seulement la protection européenne des droits de l'homme, mais également elle s'inspire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, qui a lancé le processus de la proclamation internationale des droits de l'homme. Depuis, les rédacteurs de la Convention se sont mis d'accord pour poursuivre les objectifs du Conseil de l'Europe par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Également, de prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle de 1948. Ensuite, la Convention européenne des droits de l'homme avait consacré d'une part une série de droits et libertés civiles et politiques. D'autre part, elle a placé un dispositif visant à garantir le respect par les États contractants des obligations assumées par eux-mêmes. Trois institutions se partageaient la responsabilité de ce contrôle. La Commission européenne des droits de l'homme, mise en place en 1954, la Cour européenne des droits de l'homme, instituée en 1959, et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, composé des ministres des Affaires étrangères, des États membres ou de leurs représentants respectifs. D'après le texte original de la Convention, des requêtes peuvent être dirigées contre les États contractants par d'autres États contractants ou par des requérants individuels, particuliers, groupes de personnes ou organisations non gouvernementales. La reconnaissance du droit de recours individuel était cependant facultative et ce droit ne pouvait être invoqué qu'à l'encontre des États qui avaient accepté de le reconnaître. La reconnaissance est devenue par la suite obligatoire en vertu du protocole numéro 11 à la Convention. Les requêtes faisaient tout d'abord l'objet d'un examen préliminaire par la Commission qui statuait sur leur recevabilité. Ensuite, la requête est déclarée recevable. La Commission se mettait à la disposition des parties en vue d'obtenir un règlement à l'amiable. Dans le cas contraire, elle rédigeait un rapport établissant les faits et formulant un avis sur le fond de l'affaire. Le rapport a été transmis au Comité des ministres. Ensuite, après l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, la Commission et tout État contractant concerné disposaient d'un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au Comité des ministres pour porter l'affaire devant la Cour afin que celle-ci rende à son sujet une décision définitive et contraignante. Les particuliers ne pouvaient pas saisir la Cour. Si une affaire n'était pas déférée à la Cour, le Comité des ministres décidait s'il y avait eu ou non violation de la Convention et accordait le cas échéant à la victime une satisfaction équitable. Alors, ce Comité des ministres des Affaires étrangères est responsable de la surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour. À partir de cette étape, il y a eu une évolution ultérieure. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, 14, 15, maintenant, voire même 16 protocoles qui complètent, qui sont additionnels
ont été adoptés pour compléter des droits et libertés à ceux consacrés par la Convention. À titre d'exemple, le protocole numéro 2, à titre d'exemple, il donne à la Cour le pouvoir de rendre des avis consultatifs. Le protocole numéro 9 a ouvert aux requérants individuels la possibilité de porter leur affaire devant la Cour, sous réserve de la ratification du instrument par l'État défendeur et de l'acceptation de la saisine par un comité de filtrage. D'ailleurs, le protocole numéro 11 est la base juridique du mécanisme de contrôle, voir ci-dessous, bien que les autres protocoles sont relatifs à l'organisation des institutions mises en place par la Convention et la procédure devant être suivie devant eux. À partir des années 80, l'augmentation rapide du nombre d'affaires portées devant les organes de la Convention rendit de plus en plus difficile le respect de la durée des procédures dans les limites acceptables. Le problème s'aggrava avec l'adhésion de nouveaux États contractants à partir des années 90. Depuis, un débat s'est déclenché sur la nécessité de réformer le mécanisme de contrôle créé par la Convention qui aboutit à l'adoption du protocole numéro 11 à la Convention. L'objectif était de poursuivre et de simplifier la structure afin de raccourcir la durée des procédures et de renforcer en même temps le caractère judiciaire du système, en le rendant complètement obligatoire, en abolissant le rôle décisionnel du comité des ministres. Ce protocole numéro 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998 et remplace les anciens cours et commissions qui fonctionnaient à temps partiel par une cour unique et permanente. La commission continuait pendant une période transitoire d'une année jusqu'au 31 octobre 1999 de traiter les affaires qu'elle avait déclarées recevables avant cette date. Depuis, un processus de réforme du système fut entamé lors de la conférence ministérielle sur les droits de l'homme tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000 pour marquer le 50e anniversaire de l'ouverture à la signature de la Convention. En novembre 2002, à la suite de la déclaration ministérielle sur la Cour des droits de l'homme pour l'Europe, les délégués des ministres donnèrent mandat au comité directeur pour les droits de l'homme afin que celui-ci élabore un ensemble de propositions concrètes et cohérentes, notamment des mesures susceptibles d'être mises en œuvre sans délai et d'éventuels amendements de la Convention. C'est pourquoi, depuis, la Cour européenne des droits de l'homme connaît une organisation. Donc, cette Cour a été instituée par la Convention, telle qu'amendée par le protocole numéro 11. Il se compose d'un nombre de juges égal à celui des États contractants. Ils sont aujourd'hui au nombre de 45. Il n'y a aucune limite quant au nombre de juges possédant la même nationalité. Les juges sont élus chaque fois pour 6 ans par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Toutefois, le mandat d'une moitié des juges élus lors des premières élections a expiré après 3 ans, de sorte que le renouvellement des mandats de la moitié des juges se fera tous les 3 ans. Les juges siègent à la Cour à titre individuel et ne représentent aucun État. Ils ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec leur devoir d'indépendance et d'impartialité ou avec la disponibilité requise par une activité exercée à temps plein. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans. La Cour plénière élit son président, 2 vice-présidents et 2 présidents de section pour une période de 3 ans. Les chambres de 7 membres sont constituées au sein de chaque section. Selon un système de rotation, le président de section et les juges au titre de l'État concerné y siégeant de droit lorsque le juge élu au titre de l'État concerné n'est pas membre de la section, il siège en qualité de membre de droit de la Chambre. La grande chambre, quant à elle, de la Cour, se compose de 17 juges. Ils siègent comme membre de droit le président et les vice-présidents de la Cour, ainsi que les présidents de section. Il y a toute une procédure devant cette Cour. Donc, tous les États contractants, ils utilisent ce qu'on appelle des requêtes étatiques, où chaque particulier qui s'estimant victime d'une violation de la Convention, soit par une requête individuelle, peut adresser directement à la Cour de Strasbourg une requête alléguant une violation par un État contractant de l'un des droits garantis par la Convention. Une note à l'usage des requérants et des formulaires de requête peuvent être obtenus au greffe. La procédure devant la Cour est contradictoire et publique. Les audiences, qui ne sont tenues que dans une minorité de cas, sont publiques, à moins que la Chambre, grande chambre, n'en décide autrement,
en raison de circonstances exceptionnelles. Les mémoires et autres documents déposés au greffe de la Cour par les parties sont en principe accessibles au public. Les requérants individuels peuvent agir par eux-mêmes, mais une représentation par un avocat est fortement recommandée et même requise dans la plupart des cas une fois la requête communiquée au gouvernement défendeur. Le Conseil de l'Europe a mis en place un système d'assistance judiciaire pour les requérants ayant des ressources insuffisantes. Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais, mais les requêtes peuvent être présentées dans l'une des langues officielles des États contractants. Une fois que la requête a été déclarée recevable, une des langues officielles de la Cour doit être utilisée, à moins que le président de la Chambre ou de la Grande Chambre ne donne l'autorisation de continuer à employer la langue de la requête. Quelle est la procédure relative à la recevabilité? Conformément aux dispositions du protocole numéro 11, et notamment l'article 35 sur les conditions de recevabilité de la Cour, ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, selon les principes de droit international, généralement reconnus, et dans un délai de 6 mois à partir de la date de la décision interne définitive. Et ce délai de 6 mois, il a été amendé par le protocole numéro 16, qui a permis de raccourcir, de réduire le délai et de le porter jusqu'à 4 mois après épuisement des voies de recours internes. Ce qui nous laisse dire que la disposition distingue d'une manière majeure entre le rôle important que joue la justice nationale en la matière, comme une justice de premier degré, et le rôle de la CEDH, comme un deuxième degré, applique le droit supranational, tout en mettant l'accent sur l'épuisement des voies de recours internes comme une condition obligatoire conformément au principe de subsidiarité. Ce qui veut dire le passage devant un tribunal, une cour, un conseil d'État, une cour de cassation. Mais qu'en est-il aux personnes qui ont été privées d'accéder à la justice pour faute de procédure? Également, la Cour pourrait rejeter des requêtes individuelles introduites en application de l'article 34 dans le cas où elles ne remplissent des conditions en la forme. D'ailleurs, l'article 35, alinéa 2, énonce expressément les cas où elles pourraient être rejetées. Maintenant, je pourrais présenter brièvement la procédure relative au fond. Lorsque la décision de retenir les requêtes par une chambre devient définitive, les parties sont invitées à soumettre des preuves supplémentaires et des observations écrites, y compris en ce qui concerne le requérant, une éventuelle demande de satisfaction équitable s'il n'a pas eu audience au stade de la recevabilité. Elle peut décider de tenir une audience sur le fond de l'affaire. Au cours d'une procédure, le président de chambre peut autoriser tout État et contractant non parti à la procédure ou toute personne intéressée autre que le requérant en application de l'article 36 du même protocole de prendre part aux audiences. Cette technique juridique est consacrée par le moyen de présenter ce qu'on appelle des observations écrites ou de prendre part aux audiences. Cette procédure relative au fond peut faire appel à des négociations par la conclusion d'un règlement à l'amiable, pouvant être menées par l'intermédiaire du greffier. Les négociations sont classées top secret ou confidentielles. Quant aux arrêts, ces arrêts et décisions rendus par les chambres sont statués à la majorité. Bien que la pratique et l'usage en droit international tolèrent que les juges ont le droit de joindre à l'arrêt soit l'exposé de leurs opinions séparées, conformément à la disposition du protocole numéro 11. Ensuite, le délai fixé est de 3 mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt rendu par une chambre. Également, si une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la convention de ces protocoles, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la grande chambre. Cependant, ces demandes sont examinées par une autre formation, composée d'un collège de 5 juges de la grande chambre, y compris le président de la Cour. Une fois l'arrêt de chambre est rendu, il devient définitif après l'expiration d'un délai de 3 mois. En dernier lieu, le seul responsable de la surveillance de l'exécution des arrêts rendus par la CEDH, c'est le comité des ministres. Puis, il vérifie si les États qui ont été condamnés d'avoir violé la Convention ont pris les mesures nécessaires pour l'exécution des arrêts de la Cour. Également, la fonction de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est de rendre également des avis consultatifs. Donc, conformément au protocole numéro 11, qui utilise aussi la procédure consultative, comme un moyen de règlement des différends en affirmant que peut, à la demande du comité des ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques
concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles. Mais cette demande ne porte pas sur des avis sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés. Donc, l'objet des avis ne pourrait en aucun cas porter sur les questions qui ont un rapport avec les droits et libertés énoncés dans la Convention et ses protocoles, puis la décision du comité des ministres de demander un avis à la Cour est prise à la majorité. Ensuite, il y a eu une réforme qui a été introduite par le protocole 14 et 15 et 16. Tout d'abord, 10 ans après l'adoption du protocole numéro 11, en 2004, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le protocole numéro 14 à la Convention européenne des droits de l'homme pour les raisons suivantes. Le blocage de la réussite, le problème de surcharge de la Cour, l'augmentation de 10% par an entre 1994 et 2004 et 88 000 requêtes sont pendantes au greffe de la Cour en 2007. Les raisons d'une telle surcharge, augmentation du nombre d'États partis à la CEDH, élargissement du champ des droits protégés, protocole numéro 12 sur la non-discrimination et l'interprétation extensive de la Convention par la Cour. L'analyse de cette surcharge, avec plus de 90% des requêtes déclarées irrecevables et 60% environ des arrêts rendus par la Cour, portent sur des affaires répétitives. Le principe de subsidiarité est la responsabilité première des États partis à la Convention d'assurer le respect des droits et libertés des personnes relevant de leur juridiction dans 3 recommandations faites par le comité des ministres pour renforcer ce principe. Ensuite, le problème de surcharge de travail de la Cour a rendu la majorité de requêtes individuelles déclarées irrecevables. Puis, cette augmentation du contentieux qui mène à une accumulation rapide d'affaires pendantes devant les comités et les chambres, sans oublier le rôle du comité des ministres qui va devenir plus dur à réaliser dans le contrôle de l'exécution des arrêts. D'ailleurs, le rapport explicatif au protocole numéro 14 confirme que le système de contrôle de la Convention est unique. Les parties acceptent de soumettre à un contrôle juridictionnel international leur obligation de reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention. Ce système est assuré par la Cour elle-même dans l'optique de préserver et sauvegarder le droit de lui accéder conformément à l'article 34 de la CEDH et surtout de respecter les arrêts rendus par la Cour en conformément ou forcément, force obligatoire, tout en respectant le respect du principe de subsidiarité, vu l'article 19 de la CEDH qui dispose que le rôle de la Cour est d'assurer le respect des engagements résultants pour les autres parties contractantes de la Convention. Ce qui veut dire que la responsabilité revient en premier lieu aux États contractants d'assurer le respect des libertés et des droits fondamentaux. Ensuite, en cas de manquement de leur obligation, le rôle de la Cour est subsidiaire. Quelles sont les mesures du protocole 14 qui visent à améliorer la capacité de filtrage? Donc, ces mesures, qui sont une partie intégrante du système de la CEDH, ont pour objectif de prévenir les violations au niveau national, d'améliorer les recours internes, accéder et accélérer l'exécution des arrêts de la Cour. Il vise à améliorer et à accélérer les points suivants: la capacité de filtrage de requêtes renforcée par un juge unique, le travail de filtrage facilité par un nouveau critère de recevabilité, également la qualité des traitements des affaires recevables. Il y a le principe, conformément au principe du traitement simplifié et accéléré pour les affaires répétitives. Également, de veiller sur une procédure simplifiée et accélérée. Également, de veiller sur la prise de décision conjointe. Également, l'examen contradictoire et enquête à tout moment. Également, des amendements dans la procédure des règlements amiables. Également, d'assurer l'exécution des arrêts par l'interprétation des arrêts pour en surveiller son exécution, par voie de recours en manquement, et également de veiller au principe d'indépendance et d'impartialité de la Cour, qui constitue que le procès doit être équitable en respectant les principes fondamentaux du procès équitable, tels que l'égalité des moyens et des armes, tels que la publicité des débats, tels que le principe du contradictoire, etc. Donc, les juges qui sont élus pour une durée de 9 ans et non rééligibles, ils sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque haute partie contractante
à la majorité des voix exprimées sur une liste de 3 candidats présentés par la haute partie contractante. Donc, il y a des juges également ad hoc. Si les juges de l'État partie au litige ne peut pas siéger dans la chambre ou la grande chambre saisie de l'affaire, chaque État devra dresser une liste de juges de réserve ad hoc, au sein de laquelle le président de la Cour choisira une personne lorsque la désignation d'un juge ad hoc apparaîtra nécessaire, conformément à l'article 26 de la CEDH. Également, le droit de tierce intervention. Donc, c'est un droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. Également, un droit reconnu à tout État dont le ressortissant est requérant, mais également tout État contractant et toute personne intéressée autre que le requérant. Mais cette procédure est autorisée lors de la phase de la procédure postérieure à la décision sur la recevabilité. D'autant plus, c'est une reconnaissance formelle et non tacite d'un droit du tierce personne d'intervenir et au commissaire aux droits de l'homme pour intervenir dans les affaires pendantes. Donc, quelles sont ces perspectives de l'adhésion de l'Union européenne à la CEDH? Donc, on se pose toujours la question que l'Union européenne, en tant qu'institution, est-ce qu'elle peut adhérer ou pas à la CEDH? Également, qu'il y a eu une modification de l'article 59 de la CEDH qui permet au protocole 14, en vue d'une éventuelle adhésion de l'Union européenne, qui est une organisation de droit international à la CEDH, c'est que cet intérêt, c'était de présenter le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le système lui-même qui nous intéresse comme étant le système régional le plus efficace actuellement. Aussi bien, l'idée va en soi pour la création de d'autres cours, par exemple une cour euro-méditerranéenne qui pourrait éventuellement statuer sur des conflits ou différents entre les pays des 2 rives. À ce moment-là, c'est les accords d'association qui seront considérés comme instruments juridiques et qui a son propre mécanisme de protection. Donc, par exemple, je vais citer que parmi les sessions de la tenue de la Commission des droits de l'homme, c'est la session numéro 56, c'est la 56e session, qui a été marquée par l'accord intervenu dans le réexamen des mécanismes de la Commission des droits de l'homme et par l'adoption des 2 protocoles facultatifs à la Convention sur les droits de l'enfant concernant la participation des enfants dans les conflits armés, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Dans cette session, l'Union européenne a aussi formulé des explications de vote pour exprimer plus particulièrement ses préoccupations sur un certain nombre de situations. Il a ainsi développé les raisons qui l'ont conduit à donner un aperçu thématique de l'engagement de l'Union européenne à titre d'exemple, fondé sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le processus euro-méditerranéen. Donc, ces principes proclamés dans la Déclaration universelle sont l'une des références fondamentales qui sous-tendent son action au plan interne comme au plan externe de l'Union européenne. Pardon. Ces principes sont intervenus à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des ministres européens des Affaires étrangères, réunis à Vienne, ont rappelé leur engagement en faveur des droits de l'homme et décidé de mesures concrètes pour renforcer les moyens d'action de l'Union européenne dans ce domaine et instaurer un dialogue entre les gouvernements et la société civile pour développer une partie substantielle consacrée aux droits de l'homme au sein du partenariat européen, au sein d'un consensus européen. Celle-ci a développé des actions entreprises par les pays partis à la Convention européenne des droits de l'homme, également inciter tous les pays de promouvoir les valeurs humaines et européennes. Maintenant, on va aborder quelques éléments fondamentaux de la Déclaration européenne des droits de l'homme, et notamment, le jour où elle a été adoptée, elle portait ce titre-là, c'était la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'amendée par le protocole numéro 11 et 14. Donc, cette convention elle-même qui porte sur des droits et des libertés, et elle porte aussi également sur le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, on a évoqué un petit peu les droits de l'homme en Europe, le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme. On va aborder quelques principes fondamentaux, également le préambule de cette convention. Voilà, on observe que dans le premier considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies du 10 décembre 1948, les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
se sont fondés sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, se sont fondés également sur les valeurs et la reconnaissance et l'application universelle et effective des droits qui y sont énoncés, et aussi de se baser sur le but du Conseil de l'Europe et de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, par exemple, dans son article 1, qui porte sur l'obligation de respecter les droits de l'homme, c'est comme une règle générale que tous les États ou les autres parties contractantes reconnaissant à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention. Alors, le titre 1, il aborde en général les principes des droits et des libertés, et notamment dans son article 2, qui consacre le droit à la vie. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. L'article 3 sur l'interdiction de la torture. L'article 4 sur l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. L'article 5, droit à la liberté et à la sûreté. L'article 6, c'est sur le droit à un procès équitable. L'article 7, sur le droit ça veut dire sur le droit fondamental pénal, sur pas de peine sans loi. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. L'article 5, qui porte sur le droit au respect de la vie privée et familiale. L'article 9, liberté de pensée, de conscience et de religion. L'article 10, il porte sur la liberté d'expression. L'article 11, liberté de réunion et d'association. L'article 12, droit au mariage. L'article 13, le droit à un recours effectif et réel. L'article 14, sur l'interdiction de la discrimination. L'article 15, sur les dérogations en cas d'état d'urgence, en cas d'état d'exception. Donc, d'autres articles qui complètent cette Convention européenne des droits de l'homme, sur les restrictions de l'activité politique des étrangers, sur l'interdiction de l'abus de droit, sur les limitations de l'usage des restrictions aux droits conformément à l'article 18. Donc, tous ces droits et les libertés qui ont vu le jour à partir des années 50, c'est pour qu'ils soient garantis par cette Convention européenne des droits de l'homme, et le mécanisme européen, le seul mécanisme européen qui peut protéger ces droits, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, les États européens ont la chance d'avoir un système qui est très puissant, qui cadre et encadre les droits et les libertés fondamentales, tels que le droit à la vie, le droit de penser, la liberté individuelle, la liberté collective, le droit d'avoir une vie privée, le droit à une famille. Donc, tous ces droits ont été complétés par des protocoles. À titre d'exemple, il y a eu pas mal de protocoles. Il y a le protocole, par exemple, alors, le protocole numéro 1, qui est entré en vigueur en 1954, qui porte sur, par exemple, l'énonce de nouveaux droits, notamment le droit au respect de la propriété, le droit à l'instruction, le droit à des élections libres au scrutin secret. Par exemple, le protocole 5 qui est entré en 1971, qui a modifié les articles 22 et 40 de la Convention. Par exemple, aussi également le protocole numéro 6, qui est relative à l'abolition de la peine de mort, le protocole numéro 8 qui a modifié le fonctionnement de la Commission européenne des droits de l'homme, ainsi de suite jusqu'au protocole 15 qui introduit une référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d'appréciation des États européens. Il ramène à 4 mois et non plus 6 mois le délai de saisine de la Cour. Également, le protocole 16 qui est entré en vigueur en 2018, il permet aux plus hautes juridictions d'un État partie d'adresser à la Cour des demandes d'avis consultatifs. Donc, ce travail qui est très puissant a vu le jour à partir des années 50. Maintenant, on est en 2021, plus de 70 ans de pratique de droit par la Convention, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui veille aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, l'individu européen, les associations, l'État et les États européens, donc, ils continuent sur cette démarche civilisationnelle, cette démarche qui repose sur le discours
universelle de l'homme, de l'humanité, qui porte les libertés, les droits fondamentaux de l'homme en tant que tels. Donc, ces droits, ils sont consacrés par cette Convention européenne des droits de l'homme et qui représente la politique extérieure qui donne cette force à ce continent de baser sa politique extérieure sur la protection et la promotion des droits de l'homme. Donc, son mécanisme de protection est la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous remercie pour votre attention et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ziad, pour cette brillante intervention qui nous a permis de faire le tour de l'Union de la protection des droits de l'homme en Europe. On a fait un peu d'histoire et donc on a vu que les guerres, les périodes difficiles, c'est d'abord ce qui a conduit à l'adoption des conventions. Donc, dans l'objectif, c'est d'améliorer la vie des individus. Et donc, c'est pour ça que ces conventions, ils ont été adoptées. On a vu qu'on a un système conventionnel avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, le système universel et au niveau régional avec la Convention européenne que vous avez abordée. On a vu donc ce système conventionnel, il va donner lieu à une protection supranationale en dehors de la protection nationale qu'il y avait avec des conventions, des textes comme la Magna Carta que vous avez cité. On a vu aussi que la CSDH, elle est fondée sur, à la base au départ, il y avait des institutions comme la Commission, comme la Cour et le Conseil des ministres. Et on va voir que les droits, la reconnaissance des droits, c'était facultatif. On a vu qu'avec le protocole 11, ça va apporter des modifications fondamentales. Donc, par exemple, la reconnaissance des droits, elle est devenue obligatoire. Mais il y a toujours des difficultés avec des dossiers qui encombraient la commission et c'était difficile puisque des individus ne pouvaient pas saisir la commission. Et donc, on va éliminer la commission. On va avoir à partir du 1er novembre 2020 uniquement la Cour. Et donc, la Cour, on a vu que c'est formé de juges. Et il y a deux manières de saisir la Cour, ou ce sont des individus pour les requêtes individuelles, ou ce sont les États avec les requêtes interétatiques. On a vu que c'est une procédure contradictoire et publique et qu'il y a des conditions de recevabilité, notamment l'épuisement des voies de recours. Vous avez cité les articles 34 et 35. On a vu aussi qu'il y a des procédures de forme à respecter pour saisir la Cour. C'est une procédure qui est écrite. Et donc aussi, il y a des principes, les garanties judiciaires, les questions de procès équitable qui sont respectées. Et on a vu aussi que les décisions de la Cour, elles sont obligatoires. Et le Conseil des ministres, il est chargé de vérifier que les États, ils respectent les décisions de la Cour. On a vu aussi que ces décisions de la Cour, ils sont prises à la majorité. Et aussi que la Cour, elle est dirigée par le principe de subsidiarité. Vous avez cité l'article 19. Et donc, c'est les États d'abord qui doivent faire respecter les droits de l'homme au niveau national. La Cour, il intervient après. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs le principe de l'épuisement des voies de recours. On a vu aussi qu'il y a le protocole 14 qui est venu avec le travail de filtrage pour les dossiers qui encombraient la Cour. Et les juges, vous avez dit qu'ils sont élus pour 9 ans. Ils ne sont pas rééligibles si les États ils proposent une liste de 3. Et aussi, donc, vous avez évoqué le débat sur l'adhésion de l'Union européenne à la CSDH et les modifications qui ont été apportées à la Convention à ce sujet. Vous avez aussi présenté la Convention, le préambule, vous avez dit qui est fondé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a pris appui sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez évoqué quelques des droits énoncés par la Cour, le droit à la vie, article 1, le droit à la liberté d'expression et autres. Et vous avez aussi évoqué les 16 protocoles, chacun venant évoquer d'autres droits. Et donc, voilà, sans vouloir faire une autre conférence, je pense que j'ai relevé l'essentiel. Et donc, le débat, il est ouvert à partir de maintenant. Si des gens, s'ils ont des questions, ils peuvent les poser. Et donc, sinon, ils peuvent soit écrire la question dans le chat, comme on l'avait dit au départ, ou lever la main et on va réactiver leur micro. Voilà, cher public, chère assistance, vous avez la parole. Bon, en attendant que les autres digèrent la somme d'informations qu'on leur a donnée, on est conscient que ça a été beaucoup, ça a été un peu intense, je dirais. Comme on dit souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais peut-être me lancer, ouvrir le débat et poser une question et les autres suivront.
Alors, ma question, Monsieur Ziad, elle concerne particulièrement le protocole 14 d'Haïti qui a introduit le travail de filtrage. Moi, ce que je demanderais, dans la mesure où on sait que chaque dossier est unique, en tout cas, c'est ce qu'on m'a appris à la fac de droit, il n'y a pas de dossier qui soit identique complètement ou similaire, et dans cette mesure-là, est-ce que vous ne pensez pas que ce travail de filtrage concernant les recours qui reviennent à chaque fois, les recours entre guillemets répétitifs, est-ce que ce travail de filtrage ne vient pas fragiliser les requêtes individuelles et ne vient pas remettre en cause la protection des individus au profit de l'intérêt des États parties, d'après vous? Voilà, je vous remercie pour cette question qui est fondamentale pour moi personnellement. Je voudrais tout d'abord savoir le contenu, l'objet du protocole numéro 14 qui est entré en vigueur le 1er juin 2010. Ce protocole, il prévoit la création de nouvelles formations judiciaires pour les affaires les plus simples et un nouveau critère de recevabilité. Ce protocole a aussi porté la durée du mandat des juges de 6 à 9 ans, sans que ce mandat soit renouvelable. Donc là, on voit que des juges ont été élargis dans leur composition. Et les affaires, ça veut dire côté en nombre. Ça veut dire en nombre, la Cour européenne des droits de l'homme, elle reçoit énormément de requêtes individuelles. Donc, elle était obligée d'augmenter le nombre des juges dans sa formation. Donc, ce filtrage, ce n'était pas pour dispatcher, ça veut dire c'est pour affecter les dossiers, les requêtes. Ce n'était pas pour supprimer ou les rendre irrecevables. C'était dans l'objectivité et plus d'études et plus d'approfondissement dans l'objectivité et la non-subjectivité des dossiers. C'est pourquoi que je vois que ce protocole 14 a apporté que du positif dans le traitement des dossiers et notamment des requêtes de saisine émises par les requérants de l'Union européenne. Donc, je pense que ce protocole apporte du positif et non du négatif. Certainement, quand on entend parler du filtrage des requêtes, ça veut dire qu'on croit que le filtrage, il va sélectionner des requêtes par rapport à d'autres. Ça veut dire s'il y a beaucoup de dossiers sur la liberté de la vie qui a été violée, par exemple, dans des affaires où des requérants intentent une action ou saisissent la Cour européenne après épuisement des voies de recours internes dans les juridictions nationales. Donc, ces requêtes ne vont pas être déclarées irrecevables. Non, loin de ça. Bien au contraire, elles vont être distribuées, elles vont être étudiées plus profondément. Si elles remplissent les conditions de recevabilité en la forme, donc ces dossiers, ces deux requêtes, ils vont être traités au fond. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Je pense que je suis mieux éclairée sur la question maintenant. Et donc, on attend d'autres questions. Je ne sais pas, Ansadou, Guy Elisabeth, Caleb Guerrier, Cadet, Alexandrine, Katiana, Alexandre. Bon, je tiens tout d'abord à féliciter le professeur Ziad Latouf pour sa brillante présentation. Et dans le système européen des droits de l'homme est souvent présenté comme étant un modèle efficace, un modèle très efficace. Et parfois, et pas même parfois, souvent et même trop souvent, il est victime de sa propre efficacité. Est-ce que vous pensez, avec l'entrée en vigueur du protocole 16 que vous avez mentionné dans votre intervention, ce protocole peut freiner un petit peu ce tort à l'efficacité au système à proprement parler, ou du moins ça le renforce quelque part, mais en mettant certaines balises pour permettre à ce que cette efficacité, en fait, garde un niveau beaucoup plus propice, permettant effectivement à tout individu victime de violation des droits de l'homme dans le système et sur le continent européen, et
et bien d'obtenir gain de cause par rapport aux différentes violations alléguées. Je vous remercie pour votre question. Vous savez, cher Ansadou, cher enfant, que le protocole numéro 16 qui est entré en vigueur en 2018, il porte sur la permission de donner, de permettre aux hautes juridictions d'un État parti à la Convention européenne des droits de l'homme d'adresser à la Cour des demandes d'avis consultatifs. Donc, ça, c'est une mesure novatrice, donc qui peut donner une chance aux hautes juridictions d'adresser à cette Cour européenne des demandes d'avis consultatifs. Donc, avant que les hautes juridictions, à titre d'exemple, la haute juridiction en France, la Cour de cassation, avant de statuer dans une affaire, elle a le droit, conformément et sur la base de ce protocole numéro 16, d'adresser un avis consultatif qui pourrait s'ajouter dans le fondement et la motivation des juges de la Cour de cassation pour rendre une décision objective, donc sans léser les parties, bien évidemment. Donc, ça va nous aider également à avoir une nouvelle forme de juridiction, de haute juridiction, qui va s'appuyer sur un avis consultatif et d'éviter que les requérants qui ont sollicité, ça veut dire qui ont formé un recours devant la Cour de cassation, d'aller encore une fois devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça veut dire, comme un résultat, c'est de dégorger la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, les juges des hautes juridictions, et par exemple la Cour de cassation, donc ils sont en train de devenir plus compétents et accessibles, ça veut dire accessibles par voie d'avis consultatif. Donc, il va y avoir une forme de synergie pour obtenir des avis consultatifs, pour appuyer leur motivation afin de statuer sur des requêtes qui portent sur les droits fondamentaux. Je vous remercie. Merci, professeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir ou poser des questions. Par contre, moi, dans la foulée de la question de Ansadou, moi, je voudrais demander au professeur Ziad, est-ce que vous pensez que ce protocole est venu instituer un ordre constitutionnel européen dans la mesure où ce sont les hautes juridictions des États partis qui vont saisir la Cour pour des avis consultatifs? Voilà, les juges ils vont saisir carrément la CEDH, la Cour européenne, pour demander un avis consultatif. Vous voyez, d'où l'instrument, parce qu'il est devenu moderne. La Convention est devenue un instrument moderne. La Cour européenne des droits de l'homme est devenue un mécanisme redoutable. Donc, ce qui fait la force de la Convention et la rendre extraordinairement moderne, c'est une forme d'interprétation par voie d'avis consultatif que la Cour en fait une interprétation dynamique par voie d'avis consultative. Donc, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, ils vont rendre des avis comme un support qui pourrait éventuellement aider les juges de la Cour de cassation des hautes juridictions supérieures des États contractants, parties contractantes à la CEDH, de former des décisions objectivement qui pourraient éventuellement protéger les requérants qui sont lésés dans leurs droits, qui revendiquent un droit qui a été violé et qui a été violé notamment, par exemple, le droit à la vie. Le juge de la Cour de cassation, il préfère demander un avis de la CEDH et de traiter l'affaire au niveau national pour éviter que le requérant donc procède à un autre recours extraordinaire ou supranational pour engorger la CEDH. Donc, cette nouvelle technique ou mécanisme, cette technique juridique, c'était juste pour simplifier la procédure et la rendre plus légère, une procédure, ça veut dire à la portée des requérants au niveau national. Donc, vous savez très bien quand quelqu'un est lésé dans ses droits, là, par exemple, un droit à la vie qui a été violé, ses droits ont été bafoués, donc il va recourir à la justice nationale. Après un recours devant les juridictions du premier degré, savoir que son affaire, sa requête a été déboutée, il va interjeter appel, ensuite il va être débouté, confirmation de l'appel, après il va recourir, il va introduire un pourvoi en cassation devant les juges de la Cour de cassation,
Donc, les affaires qui relèvent de la Convention européenne des droits de l'homme, donc indirectement, ils vont faire l'objet d'un avis consultatif, mais sur la demande. Donc, elle est conditionnée par la demande. Il faudrait que les juges des hautes juridictions le demandent par écrit. Donc, ils demandent un avis consultatif qui pourrait éventuellement renforcer la motivation et la rédaction du fondement de leur juridiction pour ne pas léser les parties requérantes. Alors, ils préfèrent maintenant, au niveau national, de faire ce qu'on appelle l'appel à l'application de la Convention européenne des droits de l'homme indirecto, directement dans les juridictions nationales pour éviter que le requérant paye plus d'argent, c'est-à-dire sauf s'il a plus de moyens. Donc, c'est pour éviter l'encombrement, l'engorgement de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi maintenant, la décentralisation de ces avis consultatifs constitue une idée novatrice qui va alléger et désengorger les cours européennes des droits de l'homme pour que les juges du droit national des hautes juridictions puissent s'appuyer sur l'avis consultatif et s'appuyer sur le fondement des droits et des libertés consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et du droit national. C'est là d'où le génie des juges de la Cour de cassation va intervenir pour apporter leur expertise en matière de juges de haute juridiction et aussi de donner le droit à ceux qui le demandent. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur, pour ces précisions. Et donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, la parole elle est libérée. Et donc, tout le monde peut intervenir soit au moyen du chat en écrivant sa question, soit en cliquant sur réaction et lever la main. Vous savez, Madame Esther, que l'impact de la Convention sur le travail de la Cour de Strasbourg est très important. Pourquoi? Pour des raisons que cette force obligatoire de ces arrêts, quand l'État est condamné et tenu d'exécuter l'arrêt, en réparant le préjudice subi par le requérant et dans la mesure du possible, en effaçant les conséquences de la violation, l'État doit aussi éviter que toute nouvelle violation similaire ne se produise. Donc, c'est-à-dire que d'autres personnes subissent une violation semblable. En pratique, cela se traduit souvent par un changement de législation. On a vu dans plusieurs situations que des législations ont été modifiées ou leurs pratiques pour les mettre en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, les États permettent à tous de bénéficier d'avancées en matière de droits de l'homme. Donc, un seul arrêt, par exemple rendu par la CEDH, par la Cour européenne, peut donc avoir une incidence sur l'ensemble de la population d'un État, d'où la surveillance de l'exécution des arrêts relève du comité des ministres, organe exécutif du Conseil de l'Europe. Par exemple, la France reconnaît l'égalité des droits de succession des enfants légitimes et adultérins. Également, la Suisse a adopté une loi pour encadrer des écoutes téléphoniques. Également, le Danemark, par son adhésion à un syndicat, n'est plus obligatoire. Donc, on a vu beaucoup d'innovations, beaucoup de jurisprudence qui poussent les États à élargir leur champ de conceptualisation et de demander des avis de la CEDH pour éviter que les requérants utilisent plus de moyens et encore d'engorger le mécanisme européen des droits de l'homme qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, le désengorgement fait partie maintenant de la politique d'allègement des requêtes et des dossiers qui sont dirigés vers la CEDH, vers la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, je pense que c'est l'avis consultatif qui est demandé par les juges des hautes juridictions. C'est un moyen d'alléger le mode de saisine. Parce que non seulement ce qu'on appelle les voies de recours internes, donc d'où la durée était de 6 mois, a été raccourcie, c'est-à-dire a été réduite à 4 mois. Donc maintenant, les avocats, ils doivent faire leur travail rapidement pour introduire des requêtes devant la CEDH. Également, les juges, pour éviter que la Cour soit surchargée de dossiers, donc ils préfèrent demander des avis consultatifs parce que maintenant ils sont formés en matière de promotion et protection des droits de l'homme. Ils ont une très large et très grande connaissance, également de contribuer à l'allègement des dossiers qui vont être dirigés en mode de saisine ou par voie de recours à la CEDH. Donc, c'est pourquoi de cette politique, la nouvelle politique, c'était de réduire le délai de 6 mois à 4 mois, qui est passé à 4 mois, donc un délai court. Également, les juges de haute juridiction vont devenir plus responsables en demandant des avis consultatifs pour
s'appuyer sur cet avis pour rendre leur justice, pour donner de droits à ceux qui l'en demandent. Ça veut dire si quelqu'un est lésé d'une violation qui est garantie et protégée par la CEDH, donc c'est juste si en difficulté d'apprécier, parce que l'appréciation est devenue une politique qui a été amendée par un protocole, le protocole 14, amendé récemment en 2021, qui est entré en vigueur. Donc, ce pouvoir discrétionnaire des États, il s'appuie sur la base du pouvoir d'appréciation des juges. Donc, je pense que ce mécanisme, il va alléger toutes les requêtes et les saisies qui vont être dirigées auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et donner plus de pouvoir aux juridictions nationales à traiter des dossiers dont des requérants sont victimes de violations des droits et des libertés fondamentales. Merci, professeur, pour ces éléments ajoutés, donc, qui, en effet, je pense, qu'éclairer la lanterne de tout le monde, moi en particulier. Et donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions. Comme je n'ai pratiquement que des éconroles, je ne vois personne. Je ne sais pas si vous êtes là. Et donc, s'il y en a qui ont des questions, ils peuvent se manifester. Et comme on l'a dit, soit en écrivant dans le chat, ou merci Alexandrine. Il y a Alexandrine qui vous a dit que c'est une très belle présentation, professeur, et donc elle n'a pas de questions. C'est noté. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent se manifester aussi, voilà. On peut juste, à titre d'exemple, de compléter notre communication, notre conférence sur le système européen de protection des droits de l'homme par rapport aux autres systèmes. Vous savez qu'il y a le système africain de protection des droits de l'homme qui est basé sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Également, qu'il y a également l'existence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais par rapport à ces deux systèmes régionaux, moi, personnellement, je trouve que ce système européen, c'est le système le plus redoutable parce qu'il est très novatrice. Il s'appuie sur la jurisprudence de la Cour, parce que cette jurisprudence de la Cour est dense et elle touche de multiples domaines. Donc, avec son interprétation horizontale, verticale, avec des idées de principes de droit novatrices telles que les obligations positives. Donc, avec également l'interprétation autonome. Donc, cette Cour a apporté beaucoup pour la jurisprudence en matière de droit. Donc, la violation de la Convention, à titre d'exemple, la plus souvent qui a été constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, concerne le droit à un procès équitable. Vous savez, dans tous les pays européens, il y a toujours un problème d'équité en matière de procès équitable, soit qu'il s'agisse d'équité ou de durée de procédure. Le droit à la liberté également, et à la sûreté, à la protection de la propriété, sont également des violations fréquemment constatées dans les affaires qui sont pendantes devant la Cour. Donc, cette Cour s'est prononcée sur de nombreux sujets de société, tels que l'avortement, tels que le suicide assisté, tels que la fouille au corps, tels que l'esclavage domestique, tels que l'adoption par des homosexuels, sur le port, à titre d'exemple, de signes religieux dans les écoles, de protection des sources journalistiques et également sur la conservation des fichiers ADN. Donc, cette Cour européenne des droits de l'homme, elle a tellement traité des dossiers qui, jadis, auparavant, n'étaient pas d'ordre juridique, qui ne faisaient pas partie de la culture juridique des systèmes juridiques nationaux. Donc, cette Cour européenne des droits de l'homme, avec la promotion et l'évolution des idées et des droits de l'homme, elle a pu dépasser ce qu'on appelle des lignes, à dépasser les franchis, des barrières, d'où l'homme a besoin d'avoir des droits et des libertés protégés et des droits garantis par la Convention elle-même. Parce que cette Convention, non seulement elle consacre les droits et les libertés fondamentaux, elle organise le fonctionnement de la Cour, le mode de saisie, les mesures de recours et également est un modèle qui pourrait faire l'objet d'une jurisprudence pour les autres cours continentales et également aussi pour les juridictions internationales. Merci pour ces propos qui, je pense, peuvent servir de propos conclusifs pour cette conférence. Donc, on précise que si quelqu'un a des questions, il peut toujours la poser.
Donc, comme vous l'avez dit, en effet, donc on peut dire qu'il y a une certaine effectivité de la protection des droits de l'homme en Europe de par la jurisprudence de la Cour et le fait que la Cour, elle embrasse de nombreux sujets, vous les avez évoqués. Et donc, peut-être si on avait une Cour africaine ou une Cour asiatique ou une Cour américaine aussi laborieuse que la Cour européenne des droits de l'homme, on aurait une meilleure protection des droits de l'homme à travers le monde. Et je vais donner la parole au président, M. Ansado Cher-Enfant, qui va conclure cette conférence. Et on remercie tout le monde d'avoir été là avec nous. On vous donne rendez-vous pour les prochaines conférences, puisque c'est une clinique, donc on aura toute une série de conférences. On vous tiendra informé des prochaines dates et des prochains intervenants. Président, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Je tiens encore à congratuler notre intervenant, le professeur Ziad Latouf. Il est docteur en droit international et relations internationales. Merci d'avoir consacré du temps pour nous gratifier de cette belle présentation très, très riche pour les membres de la clinique et beaucoup d'étudiants et des membres de GRAPROD qui sont en Haïti, très, très enrichissant. Et je pense que vous aurez un extrait de l'intervention du professeur Ziad Latouf bientôt sur le site de GRAPROD. Et vous aurez également la possibilité de voir les nombreux travaux scientifiques de la clinique. Et d'ailleurs, le professeur Ziad Latouf est notre expert senior. Et en ce sens, il va travailler de concert avec notre coordonnateur au sein de cette clinique, en l'occurrence, Maître Pierre-Valéry Béliard, qui est doctorant en droit international et droits de l'homme à l'Université Grenoble-Alpes et avocat au barreau de Port-au-Prince. Mes remerciements vont également à notre Zoom Master, M. Peterson, qui a consacré du temps depuis Haïti. On peut vous voir un peu, M. Peterson? C'est compliqué là, parce que tout le monde est habillé formellement. Moi, je ne le suis pas, donc d'accord, bon, c'est pas grave. Ça ferait un peu désordre. Hein? D'accord. Chers participants, vous aurez l'occasion de voir M. Peterson, en fait, sans qui, en fait, et cette conférence ne se tiendrait pas parce que vraiment, vraiment, il a consacré du temps pour nous. Et GRAPROD, t'es très reconnaissant, M. Peterson. Et encore une fois, merci pour tout. Merci à la modératrice, Madame Esther Grégoire, étudiante en Master 1 en droit international et européen des droits de l'homme à l'Université catholique de Lyon et l'Institut des droits de l'homme de Lyon, master conventionné avec l'Université Grenoble-Alpes. Je rappelle, Esther, que le professeur Ziad Latouf, c'est notre aîné. Il a fait l'Institut des droits de l'homme de Lyon comme moi. Et je rappelle également que Maître Pierre-Valéry Béliard, qui est doctorant en droit international des droits de l'homme, il a fait également le même programme, mais lui, il a suivi les cours à l'Université Grenoble-Alpes à Grenoble. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans le cadre de la visite d'études de ce programme à Genève, au Palais des Nations Unies, où se tenait une conférence sur les activités du Conseil des droits de l'homme de Genève et les activités également du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. C'était vraiment enrichissante, ces formations-là qu'on a eues lors de notre étude. Et c'était vraiment de beaux souvenirs qu'on garde à l'esprit. Et M. Béliard se dit prêt à travailler avec l'équipe de la clinique composée de nombreux jeunes experts en droit international des droits de l'homme, avec au minimum un Master 2 dans le domaine. Et bien sûr, on attend d'autres membres au sein de cette clinique, pourquoi pas Madame la modératrice et Madame Alexandrine Amazan, qui est présidente de l'association
des Haïtiens et des Haïtiennes à Lyon et qui nous a gratifié de sa présence. Grapod était très reconnaissant, Madame la Présidente, et peut-être elle aura son intervention dans le cadre de la clinique, mais je dois vous informer qu'elle aura l'occasion de modérer un panel dans le cadre des activités scientifiques de la clinique. D'ores et déjà, Madame la Présidente, Grapod te remercie. Un remerciement également à tous les participants vraiment qui ont consacré du temps pour cette belle conférence. Remerciement particulier à Maître Alexandre Yvon Maxi, membre de la clinique, qui va intervenir sur un très beau sujet, analyse de la législation en matière de protection des forêts en Haïti. Je rappelle que Maître Alexandre Yvon Maxi est titulaire d'un Master 2 en droit international de l'environnement de l'Université de Limoges. Il est également agronome, donc il a un double chapeau, il est juriste agronome. Donc, il va intervenir sur un sujet vraiment, vraiment intéressant qui parle d'Haïti. En fait, ce qui fait la beauté scientifique de cette clinique, c'est qu'on a des intervenants venus du monde entier. Monsieur Ziad Latouf, qui vient de l'Algérie et qui bientôt sera le député de l'Algérie, député d'outre-mer, je ne sais pas, député sur le territoire français et à Marseille. C'est quelqu'un la campagne débutera la semaine prochaine, le 17 mai officiellement. D'accord, très bien. Grapod te souhaite. Pour déclarer officiellement, c'est à partir du 17 mai. Donc là, ils ont accepté ma candidature pour devenir candidat, pour représenter la communauté algérienne dans la zone de Marseille 2. Donc, la campagne officiellement débutera le 17 mai. Officiellement. Très bien. Très bien. D'ores et déjà, bon succès, monsieur le professeur Latouf. Et je sais combien vous appréciez les activités de la clinique et que vous êtes disponible vraiment à accompagner ces jeunes chercheurs et nous guider sur certaines pistes scientifiques de recherche et également combien Maître Pierre-Valéry Bélia apprécie les travaux de la clinique. Et comme je vous l'ai dit tantôt, ce qui fait la beauté de cette clinique, c'est sa diversité. On a des spécialistes, de jeunes spécialistes venus de différentes contrées du monde qui vont échanger. Et je rappelle que les langues de travail de la clinique sont l'anglais, l'espagnol, le français et le créole. Monsieur Ziad Latouf, professeur, vous allez apprendre le créole haïtien et on aura l'occasion de vous faire découvrir ce beau pays parce que le coordonnateur général a de très bons projets de colloques scientifiques sur Haïti pour vraiment faire des propositions en matière de protection des droits de l'homme. Et bien sûr, on attend le partenariat avec l'Association des Haïtiens et des Haïtiennes de Lyon. Madame la Présidente, on vous attend, on va travailler conjointement pour réaliser de beaux projets visant la protection effective des droits de l'homme. Merci encore une fois à vous. Le prochain rendez-vous de la clinique, ce sera pour le 20 mai avec l'intervention du bâtonnier du barreau des Gonaïves, M. Jacques Mécène, qui interviendra sur les questions de recours, les voies de recours en appel et cassation en Haïti. Donc, on va de l'autre côté de l'Atlantique, M. Ziad Latouf. Je vois. Voilà. Et après, on va essayer de voyager vers l'Asie du Sud-Est, le 20 juillet pour savoir un peu, pour explorer un peu ce qui se passe là-bas avec Mohamed Al-Anvari sur la protection des droits de l'homme dans le cadre de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est l'Association des États de l'Asie du Sud-Est, lacunes et progrès. Merci à vous. D'ores et déjà, je vous souhaite un très bon week-end. On se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.